Jean-Marc Gulicelli qui va nous parler de Axis, IA et émotion, un module de détection des émotions par la voix. Et comme vous l'entendez avec ma voix, 15 minutes max. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai prévu de commencer par 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est 400 millions. Le deuxième, 17%. Et le troisième, 25%. 400 millions, c'est le nombre d'utilisateurs hebdomadaires de solutions comme ChatGPT. Voilà. Donc ça représente à peu près 7% de la population mondiale. 7% de la population mondiale, tous les semaines, se connectent ou utilisent un agent conversationnel. 17%, ce sont le nombre de questions, le taux de questions qui sont relatives à la recherche de support émotionnel sur ChatGPT ou à la recherche d'empathie. Et 25%, c'est le taux d'échec des agents conversationnels. Un taux d'échec qui, par exemple, c'est l'agent conversationnel n'a pas su détecter une situation de détresse. Voilà. L'agent conversationnel a fait a failli dans la formulation du support. Voilà. Il a donné un mauvais conseil. L'agent conversationnel a fait preuve de manque d'empathie. Et parfois a introduit une situation inconfortable ou de stress pour l'utilisateur. Ces 3 chiffres sont issus d'une étude menée par le MIT et OpenAI qui a été publiée il y a quelques jours, le 21 mars, auprès d'un échantillon donc, de 981 personnes, et ils ont analysé 300 000 messages sur 4 mois. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Jean-Marc Gulicelli, je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je suis juste consultant et spécialiste en data, en IA et en innovation. Je travaille pour Axis Consultant, qui est un cabinet de conseil en management. C'est un peu le docteur des entreprises pour les grandes entreprises. On est 250 consultants sur la data, la finance, les achats et la conduite du changement. Et on a un centre d'innovation qui a pour but de faire de la culturation auprès des personnes, des entreprises ou de la population. Ça va être un peu le cas aujourd'hui sur IA et émotion, de développer des produits et de travailler sur de la recherche. Et la solution qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une solution qu'on a, sur laquelle on travaille depuis 4 ans. Donc voilà. Et on travaille avec notamment le CNRS. Alors, quel est le sujet de l'intervention? C'est la détection de la fluctuation des émotions dans la voix. C'est-à-dire qu'à chaque instant de la conversation, de la communication, on va essayer de mettre une émotion, une étiquette émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Et on va essayer d'évaluer également l'intensité de cette émotion. Alors, comment on le fait? Je vais très rapidement revenir sur les grands principes en fait, de fonctionnement de la détection des émotions. On va essayer de prédire 2 dimensions, la valence et l'arousal. La valence, c'est la tonalité que je vais mettre dans mes propos. Est-ce que c'est une tonalité qui est plutôt agréable ou une tonalité désagréable? Voilà, donc si je parle en colère, je vais plutôt être désagréable, bien sûr, et la joie, je vais plutôt être dans une tonalité très agréable. L'arousal, ça va être l'intensité que je vais mettre dans mes propos. Donc plus j'ai d'activation, plus j'ai d'intensité, plus j'aurai des émotions comme la colère, la peur que vous voyez. Donc sur l'axe des abscisses, désagréable, agréable, donc c'est la valence. Et sur l'axe des ordonnées, des activations, on est sur l'arousal. Donc ça, c'est une roue qui a été faite par le docteur Russell, et voilà, sur laquelle on s'appuie. Pour prédire la valence et l'arousal, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le signal, on prend le signal audio, on extrait une centaine à peu près de caractéristiques du signal audio. Par ailleurs, on a fait annoter tous ces signaux, on a fait annoter 13 heures de conversation, de communication par des psychologues sur les dimensions arousal et valence. Et donc, une fois qu'on a extrait le signal audio d'une conversation, on est capable de le relier
à une valeur d'arousal et une valeur de valence, et donc de détecter une émotion. Je vais vous présenter maintenant le produit, et vous allez voir comment ça peut fonctionner. Juste pour revenir quand même sur ce produit, il a été développé, donc Axis, c'est un cabinet de conseil en management, on intervient plutôt pour les grands groupes, donc du CAC 40 et autres. Ils ont tous des centres d'appel. Donc on a pris ce cas d'usage des centres d'appel, et leur but c'est d'améliorer la satisfaction bien sûr de leurs clients quand ils appellent le centre d'appel. Et donc quand on a une émotion qui est fortement négative, il faut pouvoir la traiter, il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir la traiter. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette solution. L'autre intérêt de la solution, c'est d'identifier les fluctuations, les changements d'état émotionnel. Est-ce que je passe d'une émotion un peu neutre à une émotion fortement négative, comme la colère? Et si on arrive à détecter en fait ce changement émotionnel, on peut aller ensuite écouter les conversations et trouver le marqueur qui a fait qui a induit en fait le changement d'état émotionnel. Et enfin, la troisième fonctionnalité de la solution, c'est de transcrire la conversation en texte et de pouvoir en faire une synthèse. Donc c'est ce que vous allez voir dans la petite vidéo qui va se déclencher après. Vous allez avoir une première partie qui est la transcription, une deuxième partie qui est la synthèse, et une troisième partie qui est l'émotion. Vous verrez que sur la détection des émotions, donc si on regarde en haut, à droite, sur la petite matrice à gauche, vous allez voir un petit pointeur rouge qui va se déplacer et qui va vous indiquer en fait l'émotion que le système entend dans la conversation. Et puis vous allez avoir une autre représentation graphique. Là, c'est sur toute la durée de la communication. Quelle est la valeur, quelle est de l'arousal, quelle est la valeur de la valence. Et donc ça permet de voir s'il y a eu un changement d'état émotionnel à un moment donné dans la conversation. Donc c'est une solution qui a été développée par nous, par Axis. Elle est disponible en mode SaaS, et donc on a travaillé sur un corpus de conversation de 13 heures qu'on va mettre à disposition de chercheurs plutôt en intelligence artificielle. Et on l'a développé avec le CNRS, et donc notamment avec Madame De Villers. Comment vous avez paramétré la reconnaissance d'émotion? Comment vous l'avez paramétré? Par l'analyse de ces 13... Oui, on a analysé 13 heures de conversation. Mais vous n'aviez pas l'état émotionnel de ces sujets. C'est simplement les neuropsychologues qui ont dit « je pense qu'il est triste ». Vous n'aviez pas d'informations sur la réalité de l'état émotionnel des sujets qui parlaient pendant ces 13 heures. Non, on n'avait pas de l'information enfin pas du patient, du client. On l'avait pas. C'est un jugement externe. C'est un jugement externe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Est-ce que vous avez tenu compte de toutes les variations de la voix qui sont l'accent local, l'accent des gens qui ne parlent pas leur langue, et dans les centres d'écoute, c'est souvent ça, le tremblement de la voix qui peut être une pathologie organique, donc c'est pas un tremblement d'anxiété. La voix, c'est pas... il y a une pathologie de la voix, et donc il faut tenir compte de beaucoup de choses dans une analyse de la voix pour trouver l'émotion. Oui, tout à fait. Alors, on n'avait pas toutes les cultures. Là, c'est un centre d'appel. On a pris un corpus de 13 heures. C'est un centre d'appel français. Donc, ça veut dire qu'on avait plutôt des personnes de culture française, donc francophone. Et donc, on n'a pas effectivement on n'exprime pas la même émotion si on est en France, si on est en Chine, si on est au Japon, si on est, je pense, aux États-Unis. Voilà, c'est pas la même façon d'exprimer les émotions. Donc effectivement, c'est assez restrictif, ça marche. Oui, c'est plutôt sur une population française. Ensuite, pour répondre également à votre question, on ne prédit pas en fait, on n'identifie pas des caractéristiques du signal par nous-mêmes.
on va laisser une intelligence artificielle déterminer automatiquement toutes les caractéristiques du signal. Donc voilà, donc s'il y a des silences, elle va en tenir compte. S'il y a des hésitations, elle va en tenir compte. S'il y a des intonations et tout ça, elle va en tenir compte. Il me reste 5 minutes, donc je vais lancer la petite vidéo. Donc j'espère qu'il y aura le son à un petit moment donné. Donc là, on voit comment charger effectivement les conversations dans l'outil. Après, vous verrez la partie, donc ça déclenche des traitements. Ensuite, vous allez voir très rapidement une partie transcription, donc ça veut dire que vous avez toute une synthèse en fait de ce qui s'est, enfin tout le détail de ce qui s'est dit. Donc ça c'est la transcription. Vous avez la possibilité de faire des recherches sur, bien sûr, sur des mots. Et vous allez voir maintenant voilà la synthèse, donc un petit relevé d'informations, les relevés des décisions, s'il y a des décisions qui ont été prises au cours de la communication. Donc maintenant on va voir le petit pointeur se déplacer. Donc, je dis ça, mais il passe mal. Hein. Ce qui décide, c'est à eux. Enfin, ça devrait être via la plateforme que, notamment quand il y a une urgence comme ça, quand c'est à moins 24 heures, on fait comment? Les bons de commande, moi je passe par un bon de commande, je ne peux pas régler. Je suis pas au travail, je suis chez moi. Payé. Bon, ok, bah écoutez, je vais transférer ça à son responsable et puis on verra. Hein. On va pas faire plus. Bon, bah écoutez, merci. Donc là, j'espère que vous avez entendu. Donc vous avez vu que la personne est passée par par de la colère, par de la frustration, et donc c'est ce que je voulais montrer, voilà. Et donc ça, c'était de manière un peu continue. Je vais revenir un petit peu sur le cas des LLM, et pour faire rebond à mes 3 chiffres en amont. Les LLM, eux, sont également capables, de manière implicite, voilà, ils ne sont pas entraînés pour, de détecter les émotions, mais de mettre un label, on va dire, sur une conversation ou sur un bout de conversation. Donc, ils sont pas si mauvais que ça. Regardez, sur la même conversation, là, c'est un agent conversationnel qui s'appelle Character AI. Il prédit bien qu'il y a beaucoup d'activation. Il prédit que c'est bien très fortement négatif, qu'on est passé par de la colère, par de la frustration, par également des sentiments d'agacement. Il est à noter que même si ce LLM a prédit l'émotion sur, vous avez vu, la fin de la conversation, il est néanmoins à l'origine en fait d'un suicide d'un jeune, parce qu'il qui prenait son agent conversationnel comme un ami et qui a été mal conseillé par qui l'a mal conseillé, et donc le jeune s'est suicidé. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'attire l'attention sur le fait que effectivement les LLM demain devront intégrer cette intelligence émotionnelle pour ajuster leur réponse, et donc réduire le taux d'échec qui est aujourd'hui de 25%. Il y a d'autres usages. Donc alors c'est encadré par l'AI Act. On n'a pas le droit de détecter les émotions dans l'éducation. On n'a pas le droit de détecter les émotions au travail pour évaluer la performance des agents. Il y a le professeur Talat qui, en 2023, lui, détecte les émotions. Alors plutôt de manière faciale, hein, cette fois-ci, pas sur le vocal. Et ça, sur des malades d'autisme, pardon. Et donc la tablette, enfin voilà, l'outil détecte que le jeune enfant autiste passe par une nouvelle émotion et alerte automatiquement le parent. Vous avez d'autres exemples, Yuan Yang qui travaille sur l'atmosphère qu'il y a émotionnelle dans le cockpit des voitures et qui va adapter en fait l'ambiance soit lumineuse, soit musicale dans la voiture. Vous n'aimez pas la musique, désolé. Et puis Garcia qui va travailler sur l'interaction entre les humains et les robots. Ce ne sont que des exemples, il y en a plein d'autres. Et bien sûr, nous, le corpus, il est que sur du français. Voilà, il y a plein de restrictions. Maintenant, effectivement, si on veut aller plus loin, si on veut que ce soit un produit qui serve le domaine médical, bien sûr, il faudra le réentraîner. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Et il y a une première question dans la salle, là. Micro. Vous pouvez nous donner une idée du coût pour l'environnement de ces nouvelles technologies? Alors, pour la détection des émotions, on a dû tester plein de paramètres et plusieurs solutions, notamment aussi d'extraction du signal audio. Et voilà, donc on a testé des solutions comme OpenSmile, on a testé des solutions comme Wave2Vec développées par Facebook, et puis on a testé également notre propre CNN, donc un réseau de neurones, on va dire. Et effectivement, ça consomme beaucoup d'heures de calcul. On a fait tous ces traitements sur Janzai, le supercalculateur européen. Maintenant, une fois que c'est développé, l'utilisation, par contre, est très light en termes de coût. Voilà. Juste un commentaire là-dessus et ensuite une question pour M. Gulicelli. Oui, ce matin, Pascal Chabour disait que l'écriture est un lieu de solitude. Finalement, avec Scribi, vous remplacez ce lieu de solitude par quelque chose où je vais écrire avec quelqu'un qui est un agent conversationnel. Et ça, c'est peut-être aussi par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire est-ce que justement un agent conversationnel, dans des niveaux de sévérité d'une pathologie, peut être quelque chose qui aide. C'est à déterminer. Alors, une question pour vous, M. Gulicelli, c'est à l'automne, au printemps 2020, là, on avait fait une étude avec une start-up qui utilise un peu, en interrogeant au téléphone des soignants sur où est-ce qu'ils étaient, neutres, un souvenir positif, agréable, et qu'est-ce qu'ils avaient fait quand ils étaient confrontés à la situation du Covid il y a un mois. Et alors donc, on a fait une analyse, une étude. Et alors, ils nous ont sorti des paramètres que je me rappelle même plus avec ma mauvaise mémoire, les scatters ou les jitters, enfin des choses très techniques qui sont très différentes finalement, je reviens à ce que disait Bruno Dubois, de ce qu'on voit sur vos schémas, où il y a marqué l'apathie, un peu l'agressivité, etc. Là, il y a une interprétation qui est faite. Donc cette interprétation, effectivement, c'est là il faut avoir de la solidité, parce que peut-être qu'elle peut être intéressante dans le cas de grands serveurs, et à un niveau individuel, c'est peut-être plus difficile. Alors effectivement, il y a une interprétation quand les psychologues ont annoté. Effectivement, il y a eu cette interprétation. Alors on leur a demandé d'annoter sur les deux dimensions, valence et arousal, et d'essayer de faire fi quand même de ce qu'ils entendaient, c'est-à-dire du texte. Donc eux, ils se sont attachés plutôt à essayer d'évaluer l'arousal, l'intensité, l'activation dans un premier temps, et puis sur un autre axe, la tonalité plus ou moins agréable ou pas. Le gold standard de psychologue qui a fait que vous dites c'est ça. C'est pas les paramètres précis de l'intensité de la voix qu'on peut repérer. Non, okay. Non, ce sont pas les paramètres précis de l'intensité de la voix. Mais les paramètres précis de l'intensité de la voix, on s'en sert. C'est parce qu'en fait, on a annoté et on rapproche en fait cette annotation des paramètres précis, physiques de l'intensité de la voix. Et c'est comme ça qu'après, on détermine, on recalcule sur une nouvelle conversation ces paramètres précis d'intensité de la voix, très schématiquement, et on est capable de porter une note de valence et une note d'arousal. Merci.